Salut Angel, Salut Gaël. bonne année et surtout joyeux anniversaire alors. Ouais, bonne année à toi aussi. Et c'est vrai que c'est l'anniversaire du podcast. C'est la première année, ça y est, le 18 janvier, en fait, la première année du podcast. C'est passé super vite. Bravo, bravo parce que c'est le plus dur sur le podcast. Ouais, la La première année. régularité, tenir bon, sans forcément des fois avoir des retours au début. Mm. Donc persévérer, donc bravo. Ouais, bah j'ai pas été seule sur l'aventure parce qu'il y a Laetitia qui m'a aidé à lancer le podcast, qui m'a vraiment filé un gros coup de main. Octobre, novembre, décembre 2022, ça a été vraiment 2023, ça a été le gros coup de boost de la part de Laetitia. Et il y a eu le lancement après. Janvier, juin, j'étais un peu, entre guillemets, en roue libre et seule, mais j'avais quand même les personnes que j'ai interviewées qui ont été un gros soutien parce qu'à chaque fois, elles me disaient c'est génial ce que tu fais, on est trop contente d'être là pour toi. Et puis après, du coup, je t'ai sollicité et là, ça a été un coup de boost aussi parce qu'il y avait ton recul, ton regard et aussi, mine de rien, le fait qu'il y ait une personne qui attende les épisodes et qui dépendent d'eux, ben, ça te booste, hein. Il n'y a pas à dire. C'est ce que je dois faire. Je dois aller chercher les épisodes, coûte que coûte presque, Mm. et imposer cette rigueur quoi. Ouais. Ouais. Oui, parce que finalement, enfin pour moi, tu es vraiment le podcast manager de Tout est déjà là. C'est vraiment quand j'ai des questions, je viens t'embêter. Maintenant, j'ose. Au début, je n'osais pas trop, mais maintenant, voilà, sur des thèmes, sur des sujets, sur l'évolution aussi du podcast, la recommandation de poster plus souvent, ça venait de toi aussi. La pertinence aussi d'aller voir un petit peu au niveau des contenus, de monter peut-être d'un cran à partir de la rentrée, de changer un petit peu La ligne édito. ouais, la ligne édito de Tout est déjà là. Ça venait de toi aussi, et c'est vraiment chouette. C'est un gros appui, hein. Je pense sans ça, je sais pas si j'aurais tenu aussi longtemps, mais j'aurais pas pris autant de plaisir, je pense, sur la fin. Ah, ça c'est super chouette. Donc c'est reparti pour 1 an. C'est reparti pour 1 an. Je touche du bois. Mais oui. Trop bien. Mm. En plus avec d'autres rythmes et d'autres aventures qui vont en plus se passer en 2025, donc faudra anticiper. Ouais, là, ça en passe Je à un ne autre spoil niveau. rien. Non, ne spoil rien, mais c'est vrai que 2025, ça va encore... Tout est déjà là, va encore prendre un nouveau visage parce qu'en fait, la première année... J'ai vraiment vu les premiers mois comme une phase de récréation et de test où j'ai pu aller à la rencontre des personnes qui sont déjà proches de moi, donc c'était facile d'échanger avec elles. Donc j'ai pu prendre plein de plaisir à voir que si j'étais à l'aise pour interviewer des gens, C'est un laboratoire. Hein. Mais c'est ça. En fait, moi je l'ai vu comme une cour de récréation un petit peu, tu sais. Et en fait, fin d'année, là, on a un peu plus resserré, on a recadré la ligne édito, comme tu disais, mais aussi la fréquence, la durée, voir un petit peu ce qui marchait pas aussi, déployer un petit peu plus YouTube aussi pour voir est-ce que ça va vraiment une valeur ajoutée de faire de la vidéo en plus de l'audio ou pas. Et là, je vois bien que 2025, la perspective, c'est maintenant, ça roule. Donc, l'idée, c'est d'en faire un média vraiment à part entière pour Elvov Yoga et pour moi, en fait, de pouvoir vraiment, en gros, lui dire maintenant, c'est bon, t'es lancé, on s'est bien amusé et maintenant, on bosse, quoi. Et en plus, t'as couplé avec la newsletter. Ouais, la newsletter rituelle qui est partie là-bas depuis septembre, ça y est, elle est lancée, elle décolle de plus en plus, on est très contente des résultats, parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus d'ouverture, et surtout des personnes qui répondent aux emails. Et ça manquait énormément, parce qu'avant, quand j'envoyais des newsletters, de temps en temps, les personnes qui me connaissaient répondaient à la newsletter, on me disait « Ah, ça fait plaisir, je me suis inscrite et tout ça ». Et là, j'ai des retours de newsletters où on me dit vraiment... là, j'ai eu des messages « Bonne année à toi aussi » de personnes que je connais pas forcément, mais qui sont inscrites et qui me disaient que la newsletter était vraiment inspirante. Et c'est chouette parce que c'est une newsletter qui, elle aussi, a pris une ligne éditoriale plus importante, un contenu plus important avec à chaque fois un relais d'articles. Là, il y avait, dans le dernier, pour Noël, on avait fait un article, une vidéo, il y a une masterclass gratuite, il y a plein de choses qu'on a mis en place autour de la newsletter et c'est chouette. C'est vraiment... c'est beaucoup de plaisir, en fait, de trouver ces médias sur lesquels je suis à l'aise et de voir comment je peux les mettre à mon image. Et d'avoir des retours. Et donc, c'est ce que tu as souhaité un petit peu... tu as l'initiative là, de cet épisode. Tu as été poser des questions. Ouais. Poser une question à toutes les invitées. Ouais. Est-ce qu'elles avaient des questions à te soumettre sur cette première aventure, cette première année d'aventure podcastique, comme je dis souvent? Podcastique, c'est pas mal. On peut inventer, je crois. Oui, pourquoi pas? On est libre. Oui, c'est vrai que sur cet épisode, je m'étais dit, est-ce que je fais une rétrospective pour la première année? Est-ce que je fais un bilan? Et en fait, c'est pas trop mon truc, les bilans, les rétrospectives, de se dire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché? Et en fait, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup plu, ça a été 2 choses. Ça a été vraiment les épisodes en solo où je parle de ma pratique, de ma transmission.
et les interviews. Ça a été vraiment les moments où je me suis le plus éclatée. Et je me suis dit, au lieu de faire un épisode encore, je vais être toute seule. La première chose que je voudrais, c'était pouvoir être interviewée. Parce que je me dis, ça change les rôles déjà et ça change la dynamique. Chez moi, mais c'est bien beau, mais du coup, Gaëlle, qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Comment on fait? Et j'ai eu cette idée, je me rappelle, j'étais dans la voiture, j'ai écouté un autre podcast. Je suis aussi consommatrice, ouais. Et la personne disait justement, c'est bien quand on arrive aux premières années, aux anniversaires, aux dates clés, de proposer un contenu un peu différent, etc. Je suis mais une rétrospective. Et je repensais à... déjà vu. C'est ça. Et je repensais à toutes les personnes que j'ai interviewées. Je suis mais c'est ça en fait. Je vais aller les voir, je vais leur dire, ok, là c'est la première année du podcast. Et on va inverser les rôles. Et voilà. Vous me posez toutes les questions ou la question que vous avez envie de me poser, en audio, en vidéo, par écrit, comme vous le voulez. Et vous m'envoyez cette question. Et moi, j'y réponds dans l'épisode de la première année. Et en fait, ça a été hyper émouvant parce que j'ai reçu énormément de réponses des personnes que j'ai interviewées. Les questions sont magnifiques et vraiment, ça montre à la fois qu'elles ont pris le temps vraiment de rédiger cette question. Et ça me touche déjà que la personne, elle ait pris ce temps-là. Il y en a qui ont fait des audios et des vidéos en plus. Donc là, je les connais. Donc je sais que pour certaines, c'est pas forcément évident. Donc c'était encore plus touchant. Et surtout, il y en a qui sont allées me chercher avec des questions un peu challengeantes. Et du coup, c'est beau de pouvoir faire un épisode à la fois où tu vas me poser des questions qui vont me permettre peut-être d'aborder des sujets que moi, j'aborderais pas en temps normal, spontanément. Parce que je me mets beaucoup de filtres aussi. Parfois, je me dis, ça, c'est pas intéressant. Ça, les gens, enfin, tu le sais, ils veulent pas en entendre parler. Et en même temps, là, j'ai pas d'excuses. Voilà, je suis... pour la qualité de questions qu'elles m'ont posées, je m'engage à y répondre, en fait, en tout cas. Donc, c'est chouette. On a fait zéro tri. Zéro. On n'a pas supprimé de questions, donc tu vas pouvoir répondre à toutes. Juste avant de plonger, je voulais vraiment te remercier et te dire bravo encore une fois, parce que moi, je produis, je manage beaucoup de podcasts. J'ai beaucoup d'épisodes au fur et à mesure des années qui passent dans mes oreilles. Et tenir sur un sujet plus de 50 minutes en solo, je ne l'ai pas vu. Donc c'est là où je comprends que vraiment il y a du plaisir à enregistrer, il y a du plaisir et vraiment de la fluidité. C'est ce que je te disais, un petit peu moins préparer les épisodes et vraiment faire confiance à toute l'expérience que tu as. Ouais. Et on va le voir dans de nombreuses situations. Donc il y a la matière pour vraiment parler, faire vivre cette expérience et ces sujets que tu abordes. Et 50 minutes sur un sujet, voilà. C'est dingue parce qu'en fait, avec le recul, au début, quand j'ai lancé le podcast, je me suis dit, je suis plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Donc, le podcast serait peut-être un meilleur médium pour moi que les réseaux sociaux ou autres, où j'ai vraiment du mal à me mettre en avant, à sortir du lot. Alors que newsletter, où c'est vraiment des personnes à qui je m'adresse en one-to-one, ou le podcast, où en gros, tu as pleine scène pour dire ce que tu as à dire, je me suis rendu compte que c'était assez fluide. Je pense que c'est aussi venu des formations, parce que pendant les formations, il y a des moments où je parle de théorie ou de posture ou autre. Et je voyais bien que j'avais ce feu-là de passion où des fois, j'avais du mal à m'arrêter. Et en fait, le podcast... au début, je me suis quand même bridée. Je t'avais raconté, mais on le sent d'ailleurs dans les premiers épisodes, si on les regarde. C'est normal. C'était très écrit, surtout les tout premiers. J'avais tout, mais quasiment mot pour mot. C'était complètement dingue quand j'y pense. Et le jour où tu m'as dit, mais en fait, écris pas, parle. Et je me suis dit, il est taré, j'ai rien à dire, je vais pas réussir à dire ce que j'ai envie de dire. Et en fait, du coup, j'ai commencé à faire attention à comment je préparais les épisodes, à ce que je me disais. Et en fait... j'ai fait des bullet points et je me suis rendu compte que je pouvais en effet parler avec juste des bullet points pendant 30, 40, 50 minutes de ce sujet. Parce qu'en fait, c'est un sujet que je maîtrise, dans lequel j'ai une expertise et dont j'ai l'habitude de parler déjà. Et c'est là où le podcast a vraiment été une révélation, c'est que c'est un support où je suis à l'aise et j'ai hâte de pouvoir le faire grandir, mais aussi encore plus d'accueillir d'autres personnes dedans et d'autres situations, comme tu disais, pour 2025, quoi. Alors on plonge ? On y va, allez, c'est parti. On plonge avec Maëlle. Maëlle, c'est une amie j'ai envie de dire de longue date, ça fait 8 ans, je pense qu'on se connaît maintenant.
On a fait du chemin de chamanisme ensemble. Donc, c'est la première personne que j'ai interviewée sur le podcast. J'ai été hyper touchée qu'elle accepte. Maëlle, elle fait partie du groupe qu'on appelle beaucoup... Enfin, on a un cercle entre filles qu'on appelle les Sistas. Et c'est vrai que Maëlle, c'est vraiment un pivot de ce cercle-là. Elle habite à Rennes en plus, donc c'était chouette. Elle a dit, non, mais je viens chez toi pour enregistrer l'épisode. C'était super. Maëlle, elle a cette sagesse parce qu'elle est vraiment à la croisée entre le Bénin, la France, et elle a une culture du chamanisme qui est très large aussi. Et elle a cette joie de vivre et cet amour de l'extraordinaire, c'est-à-dire de vraiment... Non, elle a les pieds sur terre, elle est hyper concrète, elle a un humour de dingue, et en même temps, elle a un aspect spirituel qui est très riche et très nourri. Je pense qu'elle ne reconnaît pas encore sa valeur, Maëlle, elle le sait, je lui dis tout le temps, mais c'est quelqu'un qui est très précieux. Et j'ai été hyper touchée qu'elle réponde parce que là, elle est au Bénin en ce moment avec sa famille et elle m'a envoyé un audio et la question. Je crois que c'était avant-hier alors qu'elle était malade et tout. Enfin, ça m'a vraiment touchée qu'elle ait pris le temps de renvoyer cette question. Alors, cette question, je te la pose. Ouais. Comment est-ce que tu vis ton lien au sacré dans ton quotidien? Ouais. Alors, le sacré, déjà, c'est intéressant parce que c'est une notion que je me suis rendu compte en lisant cette question que je ressens, mais que j'avais du mal à définir encore. Il y a des mots comme ça, je ne sais pas si tu as déjà eu ça, où en fait, pour toi, c'est facile de le définir par un ressenti, une image, une situation, mais quand il faut poser des mots dessus, on met dans des boîtes, en fait, et c'est hyper complexe. Et je me suis dit, le sacré, sacré. Et la première expression qui m'est venue, c'est ce qu'on dit souvent, c'est « Ah non, mais ça, c'est sacré ». Je me suis dit, en fait, c'est quelque chose qu'on ne touche pas. C'est quelque chose qu'on ne doit pas... Ouais, c'est vraiment intouchable, il ne faut pas le bafouer. Et en fait, en faisant des recherches... Et on sait, en général, on sait pourquoi c'est sacré. Par exemple, moi, le chocolat noir, c'est sacré. Tu vois Non, je disais, on sait pourquoi on n'y touche pas. Ah oui. Avec l'étymologie. Oui, bah oui, intouchable. Et puis, c'est ce que moi, j'ai trouvé très intéressante aussi en faisant les recherches, l'étymologie du mot, c'est que moi qui suis fan d'anatomie, le sacrum, en fait, c'est le plateau sacré. Et en fait, il s'appelait comme ça parce que c'était l'os dans lequel ils déposaient les offrandes viscérales des animaux pour faire les sacrifices, et les dons aux dieux, les offrandes aux dieux. Donc, ils ont appelé ça le sacrum. Et je trouvais ça incroyable parce que pour moi, c'était le sacrum parce que c'était à la base de la colonne, parce qu'au devant, c'est vrai qu'il y a tout le bassin et le bas-ventre. Au niveau du féminin, il y a tous les organes reproducteurs aussi, et là où le bébé grandit. Mais en fait, ça date de plus loin que ça encore. C'est vraiment l'os dans lequel ils déposaient leurs offrandes. Et donc, il y a cette dimension aussi... qui évolue au travers le temps, et on se rend compte que selon les lignées, selon les pratiques et les religions, le sacré a une donnée totalement différente. Et je me suis dit, c'est pour ça aussi que c'est difficile de le définir, parce que le sacré est personnel. C'est-à-dire que quelque chose qui peut être sacré pour moi, n'est pas forcément pour toi. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ses croyances, son contexte, la société dans laquelle tu vis, le pays dans lequel tu vis. Et c'est intéressant de voir qu'au quotidien, en fait, on va avoir, du coup, de la même manière, des choses qui vont être sacrées, et des choses qui vont pas forcément l'être pour d'autres. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi, j'ai un moment qui est sacré dans la semaine, c'est le lundi matin. Je sais que tous les lundis matins, je prends pas de coup de téléphone. Je fais pas de visio, à part éventuellement celle que je fais avec Cathy, parce que c'est la personne avec qui je suis au travail, donc des fois on se pose. Mais je sais que de 8h à 11h, je vais pas du tout aller chercher des réunions. C'est un instant sacré. C'est-à-dire que je n'y touche pas, pendant lequel je ne fais que pratiquer. Donc, je vais pas... c'est vraiment un moment d'introspection, et je pense que c'est aussi une définition pour moi du sacré. C'est que c'est soit un acte, soit un moment, soit un objet, parce qu'un objet aussi peut être sacré, qui symbolise quelque chose et qui bien souvent nous ramène à nous-mêmes ou à une pratique qui nous permet de nous reconnecter à quelque chose de plus profond. Est-ce que c'est aussi en lien, parce que tu as eu plusieurs épisodes autour de rituels? Ouais. Je pense que... Ouais. Ils sont aussi sacrés, ces rituels. Oui, c'est-à-dire que, en fait, dans les rituels, il y a des objets sacrés, il y a des gestes, pour moi, qui sont sacrés, il y a des façons de faire qui sont sacrées, et surtout, il y a des intentions. C'est-à-dire que ton rituel, déjà, c'est ce dont on va discuter là dans la masterclass que je vais donner le 17, c'est-à-dire que ton rituel, avant même de dire « je pars faire un rituel », c'est quelle est ton intention ? Et elle doit être sacrée. C'est-à-dire que pour toi, ça doit être quelque chose dans lequel tu vas mettre une certaine énergie, une qualité d'attention qui va définir cette intention. Et c'est comme ça que moi, je l'incarne vraiment au quotidien, ce sacré. C'est en pouvant ouvrir ces espaces ou en ayant des objets. Quand je les regarde, par exemple, ils m'évoquent quelque chose. J'ai une poupée qui a été faite par une amie qui s'appelle Nathalie. Je sais que quand je la regarde, elle me ramène toujours à ce mot qu'elle m'a dit au moment où elle me l'a offerte, c'est simplicité. Et en fait, c'est un mot qui est hyper important pour moi parce que j'ai toujours tendance à
complexifier les choses ou à vouloir faire beaucoup de choses en même temps. Et en fait, penser simplicité, quand je vois cette poupée sur mon autel, justement dans mon atelier, je me dis tout de suite, ok, est-ce que tu es vraiment dans la simplicité aujourd'hui ? Est-ce que tu es allé à l'essentiel ? Et c'est ça des objets sacrés pour moi. Donc ça fait aussi office d'ancrage. Ouais, d'ancrage et de point de départ. Point de départ. Ouais. Super. Bon, tu auras évidemment répondu à la deuxième question. Qu'est-ce que le sacré pour toi ? Oui. C'est parfait. On va passer à Christine. Oui, Christine. Alors Christine, je l'aime d'amour aussi. Enfin, toutes ces femmes-là, il n'y a que des femmes. Toutes, j'espère qu'il y aura... il n'y a pas de mystère. Christine, donc elle est illustratrice pour enfants. Elle se définit comme illustratrice pour enfants. Pour moi, c'est une créatrice. C'est une faiseuse de monde, tu vois. C'est-à-dire qu'elle a un univers qui est très riche, un imaginaire qui est très riche. Et elle a une façon de voir le monde qui t'amène dans cet univers-là. C'est une personne extrêmement généreuse et qui est passionnée par ce qu'elle fait, comme toutes d'ailleurs, mais comme Maëlle, mais voilà. Et je l'ai rencontrée parce que donc elle habite à Tréverdun, à côté de chez nous, et elle est venue à mes sessions de yoga à Perros-Guirec l'année dernière. Et depuis, on passe énormément de temps ensemble parce que on a justement cette richesse d'univers et cette envie de grandir toutes les deux. Et j'étais hyper touchée qu'elle prenne le temps d'être interviewée dans le podcast parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement occupé, qui fait beaucoup de choses, qui est dans la créativité. Et je sais combien quand on est dans la créativité, c'est pas évident de donner de la place à autre chose. Parce que c'est justement quelque chose où moi j'ai du mal. C'est-à-dire que je suis tellement dans l'opérationnel, par exemple, ou dans les rendez-vous ou autres, j'ai du mal à être dans ma créativité. Et en même temps, à mon avis, ça fait du bien de se poser pendant 1h30, 2 heures. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça sédimente. Avant, déjà, elle m'a dit, dans tous les cas, passer un moment avec toi, c'est agréable, donc ça m'a touchée. Et après quoi, elle m'a dit, en fait, c'était super parce que c'est un moment suspendu. C'est-à-dire que c'est un moment où j'ai pu me mettre un petit peu en avant et parler de moi, ce que je fais pas assez. Et j'ai pu aussi partager, et c'est important pour elle de partager son point de vue sur plein de choses. Et en plus, c'est un épisode qui était parti un petit peu long. Donc, on en a fait un épisode d'interview, puis on a fait, j'ai envie de dire, ce spin-off un petit peu. C'est un bonus. Cet extrait bonus qu'on a sorti pendant les fêtes sur les réseaux sociaux. Mais c'était hyper chouette parce que c'est à son image. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti de son monde et puis on a abordé plein de thèmes, plein de sujets hyper riches. Christine. C'est ce que permet le podcast, des digressions. Oui. Alors, comment invites-tu la magie dans ton quotidien ? Ouais. Alors ça va rejoindre un petit peu ce que Maëlle demandait au niveau du sacré. Mais ça va être quelque chose qui est encore plus subtil pour moi parce que la magie du quotidien, c'est dans tout ce qui est extraordinaire. Moi, la magie du quotidien aujourd'hui, c'est le sourire de ma fille, des fois, ou même son rire. L'autre jour, je l'entendais rire et tout de suite, j'ai senti mon corps faire pouf. Alors, c'est tellement beau ce son d'un enfant qui rigole. Et c'est ces moments-là, en fait, moi, ma magie du quotidien, c'est pouvoir accepter qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans le sens de miracle à attendre de la vie, parce qu'en fait, la vie elle-même est un miracle. C'est un peu cliché ce que je dis, mais pour moi, c'est vraiment ça. Donc, c'est avoir la chance de pouvoir jardiner, on l'évoquait tout à l'heure. C'est avoir aussi, dans cette magie du quotidien, faire ouvrir la place pour chaque rencontre. Parce que comme en étant guide de yoga, il peut y avoir beaucoup de personnes qui passent dans mon quotidien. Et parfois, on peut malgré tout se sentir seul. Mais je me suis rendu compte que quand la qualité de présence était encore plus affinée, au moment où on se rencontre, au moment où je vois la personne, il y a cette magie qui se fait aussi parce qu'il y a une raison qui amène la personne, parce qu'il y a un échange qui peut se faire. Et maintenant qu'il y a le chala aussi, l'avantage, c'est que la personne, elle a un lieu ressource. Et cette magie, elle est là aussi, c'est dans le fait de pouvoir accueillir. Et c'est vraiment là-dedans, mes rituels sont hyper importants pour moi dans mon quotidien, dans ma magie du quotidien. Mais mon rituel, ça peut être ce qu'on a fait juste avant d'interviewer, boire une tasse de thé. Juste pouvoir me poser et boire une tasse d'un thé que j'aime bien. Et ça peut aussi, parfois, c'est passer l'aspirateur au chala. Et j'adore. Est-ce que quand la journée, elle rencontre des problèmes parce que tu fais des choses, tous ces contenus, toutes ces formations, tous ces temps où tu dois vraiment délivrer, et les gîtes, l'aventure, tout ça, du chantier, tous ces problèmes que tu rencontres, est-ce que tu arrives quand même à te rattacher à des moments où il y a la magie ce petit moment présent qui te cueille? Alors parfois j'oublie parce que j'ai tendance à aller beaucoup dans le mental quand il y a des choses qui accrochent un petit peu trop, quand c'est pas fluide, parce que j'ai un mental qui est un petit peu exigeant. Et donc quand les choses se passent pas comme prévu ou quand je sens que je suis pas à la hauteur, j'ai toujours tendance, mon premier réflexe c'est souvent de me juger d'abord. Mais après assez vite, ce que je me rends compte maintenant, c'est que
je vais d'abord me raccrocher à quelque chose que j'aime bien. Donc, quand ça part un petit peu comme ça, hors contrôle, un morceau de musique que j'aime bien, un bout de chocolat que j'aime bien, mettre les pieds dans le gazon quand il pleut pas. Parce que en fait, j'ai fait ça, après je suis rentrée dans la maison, c'était pas très malin. En fait, faire une chose, moi, c'est ça, en fait. Et après, j'arrive à revoir la magie dans le quotidien. Okay. Mais il faut avant que j'ai une clé d'entrée qui me ramène à l'ancrage et qui me ramène à l'instant présent. Et tu arrives à le faire plusieurs fois par jour, du coup? Oui. Souvent, ouais. En tant que solopreneur, ouais, j'étais obligée. Alors, l'avantage que j'ai quand même, c'est que je suis bien entourée. Que ce soit toi pour le podcast, Cathy qui m'aide pour tout ce qui est réseaux sociaux, la newsletter, même Mathieu qui est un gros soutien au quotidien. Mais c'est vrai qu'il y a des... Enfin, on a tous ces journées-là, hein, les journées où rien ne se passe comme prévu. Et là, en effet, il faut le faire plusieurs fois. Mais je me rends compte que quand même, avec ma pratique personnelle et justement mes rituels ou autres, il y a quand même des choses qui se passent pas comme prévu et qui passent crème, tu vois. C'est-à-dire que je me dis, ok, c'est pas comme ça, c'est pas grave. On va faire... J'ai une capacité d'adaptation quand je me lâche le gras qui me permet vraiment de me dire juste, ok, c'est pas comme ça, on va faire comme ça. Et ce lieu ressource qui va bientôt être vraiment complet, terminé, finalisé, et là, il va se déployer. Ouais, ça y est, les gîtes qui vont ouvrir. Ça va être trop bien. Là, je visualise déjà. Là, j'ai des visions de mon conjoint en train de peindre les murs, mais ouais, fin du mois, début du mois de février. C'est bon, c'est ouvert. Yallah. On passe à Laetitia. Laetitia. Alors, Laetitia, c'est la petite fée qui a rendu le lancement du podcast possible, vraiment. C'est-à-dire que moi, j'avais l'idée du podcast depuis, je pense, 2018, quand j'étais encore à Paris. J'écoutais déjà beaucoup de podcasts. Alors, à l'époque, c'était très américain, parce qu'il n'y avait pas énormément de podcasts en France. Et je me disais, il y en avait, mais en fait... c'était vraiment, le tsunami n'avait pas encore eu lieu. Non, c'est ça. Et puis surtout, moi, j'ai cherché, dans un premier temps, des choses dans la spiritualité et le yoga. Et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de podcasts, même s'il y en a de plus en plus en français, mais qui sont encore en anglais. Parce que souvent, ils interviewent des personnes du monde entier. Et c'est ça qui est riche, en fait, dans ces podcasts-là. Mais en tout cas, voilà, c'est une idée que j'avais depuis longtemps et je me disais, je suis pas légitime, faut être journaliste, faut être écrivain, faut avoir des choses à dire et tout. Puis bon, ma vie était un peu chargée déjà à l'époque. Et en fait, j'ai plein d'amis qui se sont lancés autour de moi. Fabienne, Anne-Laure, pour ne pas les nommer, on va en parler après aussi, mais qui ont lancé leur podcast. Je me dis, mais il est génial leur podcast, mais c'est trop bien en fait. Voilà, elles sont chacune dans leurs expertises et en même temps, c'est hyper intéressant. J'adore écouter leur podcast. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais le faire pareil. Et Anne-Laure, justement, m'a dit, mais moi, j'ai bossé avec une fille, elle est géniale, en lancement de podcast, c'est Laetitia. Et je contacte Laetitia, j'ai parlé de mon projet, elle fait, j'adore. Et c'est parti comme ça. Et donc, on a travaillé ensemble d'octobre à décembre sur le lancement, donc pour le 18 janvier 2024. Et c'était génial parce qu'elle est hyper carrée. Donc pour moi, je me suis sentie tout de suite rassurée parce qu'en fait, en dehors du fait que je savais que je voulais enregistrer un podcast et avoir mon podcast, je savais pas comment ça marchait. La seule avantage que j'avais, comme elle m'a dit, c'est que j'avais l'habitude d'enregistrer au micro et en vidéo parce que je faisais des programmes en ligne pour des pratiquants de yoga. Mais voilà, au-delà de ça, le montage vidéo et tout, bon. Et puis tu avais quand même une expérience en marketing comme... Oui, j'ai mon beau background de mon autre vie en tant que je suis directrice de projet chez Publicis, mais pour pas le nommer, entre autres dans les agences de Paris. Mais mais c'est vrai que tu vois, je me rends compte qu'aujourd'hui, tout ce que je faisais à l'époque, c'est hyper has-been quand même. Ça a vachement avancé parce que moi, je suis sortie de ce monde-là en 2014 du marketing. Oui. On est en 2024 et c'est fou ce qui s'est passé en 10 ans. Je me rends compte qu'aujourd'hui, est-ce que des fois on me dit, est-ce que tu voudrais pas retrouver un job salarié et tout ? Non. Et je me dis, bon, déjà non, pas salarié, mais en agence, je me dis, mais je suis complètement has-been. C'est-à-dire que moi, je sais en tant que solopreneur comment promouvoir mon entreprise, mais quand je vois ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être vraiment là-dedans, non, c'est pas possible. Et donc, Laetitia, elle m'a cadré, elle m'a donné tous les outils, elle m'a dit, OK, l'étape 1, c'est ça, l'étape 2, c'est 3. Et on avançait comme ça, et c'était super. Et donc, j'ai eu envie aussi de lui poser cette question, même si je ne l'ai pas encore interviewée dans le podcast. J'ai eu envie de la mettre dans la boucle parce qu'elle a énormément compté pour ce lancement. Elle a énormément compté après aussi, parce qu'elle m'a fait un retour à mi-parcours. Et ça sera toujours un peu, pour moi, un peu comme la marraine du podcast. Ouais, c'est ça. Vois quand tu démarres... Ouais, quand tu démarres, ça reste. Ouais. Ça reste ce moment-là. On l'a partagé ensemble, quoi. Les crises de fou rire, les crises en mode « je crois que ça va pas passer » où elle te dit « mais si, fonce !» Les moments où elle est en train de te faire t'envoyer le 6e jingle musical et où tu dis « je suis désolée, mais ça passe toujours pas. » La pauvre, la patience. Mais ouais, c'était vraiment chouette. Donc, ouais. Et elle a vraiment pensé à toi. Elle t'a fait une petite question cadeau. Est-ce que tu pourrais raconter une ou plusieurs anecdotes
Ouais. Et donc, je crois que ça va être compliqué. Eh ben, c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour moi, c'est vrai, normalement, de me rappeler des anecdotes et de trouver... Parce que dans mon fonctionnement, je ne mémorise pas Je mémorise une empreinte des moments et des lieux et des personnes, mais pas des moments spécifiques. Bien évidemment, j'ai des souvenirs qui sont là, mais c'est pas des anecdotes. J'ai tendance à laisser passer. En fait, je me rends compte que mon cerveau fait vraiment un tri. Et mon conjoint m'a donné une super idée qui est vraiment... qui m'a fait beaucoup marrer. C'est: est-ce que tu connais le point commun entre la péniche du Wanderlust, le rooftop du printemps, la salle de pratique du yoga à la Salpêtrière à Paris et le premier étage de la Tour Eiffel? Alors, certains sont en hauteur. C'est vrai. Les cadres sont assez atypiques. Ouais. Mais non, je donne ma langue au chat. Et en fait, c'est tous des lieux où j'ai enseigné de 2014 à 2020. Et il me disait, tu vois, et il a raison, et c'est des lieux... Moi, c'est mon parcours qui me reste. En fait, mon anecdote, c'est vraiment mon parcours parce que j'ai enseigné. En effet, j'ai eu la chance de pouvoir donner des cours sur le premier étage de la Tour Eiffel. Et c'était génial parce que la Tour Eiffel, elle a cette Madeleine de Proust pour moi qui suis de Nice. Je me rappellerai toujours du jour où mes parents m'ont amenée à Paris et on est monté dans la Tour Eiffel. Oui. Et je crois que j'avais 10 ou 11 ans à l'époque. Et d'être à nouveau... Et j'étais pas remontée dans la Tour Eiffel depuis. Et de remonter là au premier étage et d'avoir la vue sur Paris avec les pratiquants et de me dire, je suis en train d'enseigner le yoga quand même sur le premier étage de la Tour Eiffel. C'était incroyable. La péniche du Wanderlust, c'était avec une marque dont j'étais ambassadrice à l'époque. Un samedi par mois, en fait, je donnais un cours là-bas. Et c'était très, très drôle parce que la péniche du Wanderlust, en bas, en fait, le Wanderlust, c'est la cité de musée de la mode ou cité de la mode, je sais plus, au premier étage. Et en dessous, c'est une grosse boîte de nuit avec une terrasse immense. Et en fait, on donnait les cours quand il faisait beau sur la terrasse en bois à l'extérieur. On pouvait y avoir 300 personnes. J'ai des photos où j'ai le micro et je suis comme ça sur ma scène. Le tout premier, je suis arrivée, j'ai fait « Ah, ça va, il n'y a pas trop de monde. » Il y avait que 2-3 personnes. Je me rappelle, je m'installe, on fait le soundcheck et tout. Je me retourne et là, je vois que la péniche est pleine. Et je dis « Mais comment je suis arrivée là ?» Et en fait, là, t'y vas, hein, t'as pas le choix. Et c'est aussi, quand il pleuvait, on faisait les cours dans la discothèque. Et ça, c'était assez sympa d'arriver le dimanche matin. Le dimanche matin dans la discothèque. On imagine un petit peu. Voilà, le décor avec les petits parfums d'ambiance. Et en fait, ce qui était chouette, c'est que nous, on poussait, on essayait de faire un peu le ménage avant que tout le monde arrive. Mais ça se remplissait quand même et les personnes faisaient abstraction de ça parce que c'était un moment partagé, tu vois. La Pitié-Salpêtrière, j'ai enseigné 6 ans là-bas au service de rhumato et c'est parmi mes plus beaux souvenirs de ressenti et de partage aussi parce qu'on suivait des personnes pendant 1 mois. On était plusieurs, il y avait une personne qui était là en ergothérapie, une infirmière, donc moi j'étais en guide de yoga, il y avait un gars qui faisait de la méditation bouddhiste, il y a une personne qui était là pour les cadrer en sport, en activité, gestion de la douleur aussi, et c'était chouette parce qu'on voyait le changement au fil des semaines. Et c'était pas les mêmes personnes à l'arrivée et en partant. Et tu vois, là j'ai une anecdote qui me vient, j'en ai des frissons. C'était je vais pas pleurer quand même. C'était en 2016 et en fin de parcours, il y a un papa qui vient me voir qui était vraiment hyper sympa. L'avantage, c'est que dans ces cadres-là, les personnes, elles sont ouvertes à tout, tu vois. Et donc, même si on leur disait, vous allez faire du yoga, ils n'étaient pas là à dire, oh, le yoga. Hein. Alors qu'il y en a plein qui venaient de milieux où connaissaient rien, mais ils étaient en confiance, ils étaient dans le programme. Et ils testaient tout, et ils acceptaient. Et ils voyaient, en plus, au fil des sessions, que je m'adaptais à eux. C'est-à-dire que je n'allais pas leur demander de faire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire. Et ils se rendaient compte, du coup, qu'ils pouvaient faire du mouvement. Parce que c'était un programme dans lequel on accueillait les personnes qui étaient tellement en douleur qu'elles ne bougeaient plus, elles ne travaillaient plus. Donc, elles étaient sorties du monde social et du travail. Et donc, c'était pris en charge par la Sécu dans ce service-là pour les remettre en mouvement. Et ce papa vient me voir à la fin et il me dit, j'étais avec 2 autres personnes avec qui j'échangeais souvent, qui étaient l'infirmière et l'ergo. On papotait et puis il vient nous voir, il fait, il faut que je vous dise, grâce à vous, en fait, hier, j'ai pu soulever ma fille et jouer avec elle dans le jardin. Et là, elles ont l'habitude, donc elles ont regardé, elles ont fait « Ah, c'est bien !» Et moi, j'étais là avec les larmes qui montaient. J'avais envie de lui faire un gros câlin. Et je me disais, mais en fait, c'est ça. C'est pour ça que je partage ça, en fait. C'est que l'idée, c'est de donner des clés aux personnes pour prendre soin d'elles et pour voir que tout est possible. C'est-à-dire que c'est le yoga qui s'adapte à nous et pas l'inverse. Et ça, ça a été un mouvement hyper clé pour moi parce que je me suis rendu compte, pas du pouvoir que j'avais, mais de la richesse de ce que j'avais entre les mains et que j'ai été obligée de partager. C'est vraiment indispensable. Et tu l'as partagé, je pense que c'est assez unique, hein, toute l'expérience que tu as, tu l'as partagée dans tellement de milieux différents,
tellement d'endroits, tellement de conditions, tellement d'écosystèmes. Oui, il y a l'hôpital. Je pense que c'est très rare, un prof de yoga, un guide de yoga. Surtout aussi longtemps. C'est ce que me disaient des personnes de la Pitié. À chaque fois qu'elles me voyaient revenir, elles disaient « Mais vous êtes encore là ?» Je dis « Ah oui, le programme continue et tout. » Et ils vous gardent dans le programme ? Bah ouais. Parce qu'en fait, j'avais fait un questionnaire et à la fin du programme, les gens remplissaient le questionnaire. Et en fait, on se rendait compte que ça leur apportait énormément. Et on avait des stats de dingue qu'on pouvait montrer à la direction de la Pitié-Salpêtrière et tout. C'était génial. En entreprise, c'était top. J'ai des entreprises où je suis restée pareil 6 ans. Au début, j'avais un cours, puis il y en a eu 2, puis 3. Et il y avait des listes d'attente. Et c'était devenu une valeur ajoutée pour la RH. C'est-à-dire que les personnes en RH disaient vraiment, on a des cours de yoga aussi pour vous. Et les RH me disaient, que pour les gens, ça rentrait en compte. Et ce qui était génial en entreprise, c'est que tout le monde est au même niveau. C'est-à-dire que tout le monde, à un moment, alors c'est pas... Mais tout le monde, à un moment, est en train de faire la posture de l'arbre sur son tapis. Et je disposais la salle de façon à ce qu'il n'y ait pas de hiérarchie et qu'il n'y ait pas de mal-être, de mal à l'aise. Parce que souvent, on fait des lignes en yoga et en fait, on se rend compte que les vues, c'est pas super. Quand tu vois. Et en fait, moi, je les mettais en U contre le mur. En U, voilà. Ah oui. Et du coup, tout le monde était au même niveau. Et tout le monde a adoré ça. Il me disait, tu vois, là... mon boss, il vient pas me chercher. Il galère comme moi. Et ça faisait des moments... Mais oui, c'est ça. Et du coup, ça a dédramatisé beaucoup de choses. Et puis, il y a eu les cours en studio qui ont été géniaux aussi parce que je voyais plein de corps différents, dans plein de salles différentes, dans plein de contextes différents. Et alors moi, j'étais à Paris, donc plein d'arrondissements. Et puis oui, il y a eu plein de choses que j'ai eu la chance de faire. Et c'est vrai que cette expertise-là, quand j'en parle en formation ou autre, les personnes me disent « Mais c'est incroyable, on ne dirait pas que tu as fait... Quand tu communiques ou quand on échange avec toi au début, on ne dirait pas que tu as toute cette expertise-là. » Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je mets en avant, parce que pour moi, c'est logique. Et en fait, c'est ce que ça revient à l'anecdote. C'est-à-dire que je me retourne rarement pour me dire « Tiens, j'ai fait ça ou ça. » Je suis tournée toujours vers le futur. Comment je peux améliorer ? Qu'est-ce que je peux partager ? Comment je peux le faire et où ? Et ce qui est chouette, c'est que 2024, avec le podcast, ça m'a challengée là-dessus parce que je me rends compte que je peux jouer peut-être un autre rôle que je ne m'autorisais pas à jouer jusqu'à maintenant. Et ça ancre cette expérience. Ouais. Ça ancre tous ces moments. Et tous ces moments nourrissent ce que je suis aujourd'hui, en fait. Bon, en fait, tu as des anecdotes. Voilà. C'est quand même ce qu'on peut retenir. C'est vrai. Merci beaucoup. Alors, Florence, un petit mot sur Florence. Alors Florence, donc c'est la dernière interview qu'on a eue dans le podcast. Florence, je l'ai rencontrée pendant que je faisais mes formations en anatomie pour le yoga. Alors c'est la dernière, oui. Oui, c'est la dernière interview. Ouais, c'est celle. Et du coup, Florence et moi, on a sympathisé assez vite. Je ne sais plus sur la base de quoi. Ça devait être autour d'une pause avec un thé. Et on a beaucoup échangé parce qu'on a la même vision du rôle de l'anatomie dans le yoga, c'est-à-dire de son importance. Parce que beaucoup de guides de yoga se disent « Non, mais je connais les corps énergétiques, les mains, les pieds, c'est bon. » Mais en fait, si tu connais pas le moteur, si tu connais pas la machine, tu peux pas aller dans le subtil parce qu'en fait, il faut partir de la matière pour aller au subtil. Parce qu'on est humain, on n'est pas éthéré. D'où ta passion pour les radios. D'où ma passion pour les radiographies. Si vous avez des radiographies, s'il vous plaît, envoyez-les-moi. Non, mais moi, je rêve, ce que je disais à mes élèves encore juste avant les vacances, là, et qui les a fait beaucoup rire, c'est que je rêve de pouvoir passer les personnes dans un scan avant le cours de yoga. Ce serait pas bien parce que ça irradie. Parce qu'en fait, tout de suite, on pourrait dire, mais regarde la forme de ton os, tu ne peux pas faire cette posture au-delà de ça, c'est normal. Donc, ne force pas, respire, c'est ton corps. Et tu es arrivé, donc tu as juste à expérimenter. Et quand on n'a pas cette vision-là, le problème, c'est qu'on peut avoir tendance à vouloir forcer ou à vouloir vraiment aller dans des espaces qui sont pas justes pour le corps. Et donc Florence et moi, on a vraiment cette vision-là, sauf qu'elle a continué son chemin vraiment dans l'anatomie pour le yoga. Donc elle a fait la yoga thérapie, elle a enseigné dans des DU universitaires avec des médecins et elle a cette capacité à être hyper pédagogue sur des sujets qui sont quand même très pointus, attrait à l'anatomie pour les guides de yoga. On n'a pas besoin d'être docteur. Non, on n'a pas besoin d'être docteur parce que si tu es guide de yoga, tu n'es pas docteur. Donc, tu n'as pas besoin de connaître, comme on rigolait avec ça dans l'interview, mais l'insertion de tous les muscles, le nom de tous les muscles. Par contre, tu as besoin de savoir dans quel mouvement va tel muscle, de le localiser. Tu as besoin de savoir à quoi sert le système nerveux. Tu as besoin de comprendre comment fonctionnent les émotions dans ton cerveau, comment tu digères et tout ça pour que justement, quand tu proposes des séquences, ce soit intelligent pour toi, mais pour le corps du pratiquant surtout. Et surtout, elle, son grand rôle, je crois, ça va être vraiment de débunker ce qu'on appelle, donc je crois que c'est détruire, détisser
des préjugés dans le yoga. C'est-à-dire que souvent, dans les années 80-90, dans le yoga, on avait ce travers de dire quand tu fais le guerrier 1, le pied doit être à 45 degrés, l'autre pied doit être comme ça, et le bras il doit être comme ça. Et en fait, on voit bien qu'il y a des corps où ça passe pas. Il y a des corps. Moi, il y a un guerrier 1, je peux pas mettre mon pied à 45 degrés et avoir les hanches vers l'avant. Je veux dire. Et pourtant, même Mathie Ezrati, qui était une très très grande guide d'Ashtanga Yoga, que j'ai eu la chance de croiser à Paris pendant un stage, voilà, elle a essayé, elle a vu, elle m'a dit non, mais en fait, il faut que tu décales ton pied. Et je me suis dit, si Mathie Ezrati nous donne le droit de décaler le pied, les amis, on peut tous y aller. On peut tous y aller. C'était une des grandes reines du yoga, vraiment. Elle nous a quittés trop rapidement. Mais. Et Florence, elle va débunker tout ça. Elle va vraiment nous mettre dans la... Ouais, déconstruire pour en fait... Et comme ça, on s'autorise. On s'autorise et surtout, on se met plus la pression. Ouais. C'est plus la forme qui compte, c'est le ressenti. Et ça va nous demander d'aller dans le ressenti. Donc dans l'être et non dans le faire. Et ça, on en a tellement besoin. Et ouais, donc je suis très contente que Florence ait accepté cette interview. Et je pense que ça va être la première, il y en aura une autre bientôt. Super. Et du coup, elle pose plusieurs questions. La première, comment as-tu vécu ton passage entre cette vie incroyable à Paris, la capitale, et on va dire le calme de la Bretagne? Ouais, pas très bien. Ça a été la cata. En fait, le passage en lui-même était génial parce que je le voulais. Je l'ai préparé, c'est-à-dire que je me rappelle avoir dit à mon conjoint fin 2017, par contre, je te préviens, dans les 3 ans, j'ai déménagé en Bretagne. Je suis un peu comme ça. Ouais, 3 ans, tu avais même anticipé le confinement. Ouais, sans le savoir. Mais même quand on a déménagé on a signé en 2018, on a déménagé en 2019. Quand est arrivé ce qui est arrivé en mars 2020, on s'est dit, c'est quand même dingue, on a eu la truffe fine sans le savoir, parce qu'on a tout calé avant. Bref, et donc j'étais très contente de passer justement, parce que ce qui s'est passé, c'est que 2014-2018, j'enseignais du lundi au dimanche. Je faisais entre 3 et 6 sessions par jour en studio. Je passais quasiment autant de temps dans les transports que dans les cours. Et en parallèle, j'avais les sessions de formation et les retraites. Donc, on comprend juste, on valide l'expérience que ça t'a permis vraiment d'acquérir, mais c'était trop. C'était taré. Franchement, avec le recul, je le recommande à personne. Moi, je suis très contente de l'avoir fait parce qu'au final, encore une fois, ça me donne cette expertise que j'ai que personne n'a. Mais voilà, il y a un moment, et j'ai su le reconnaître avant que ce soit la cata. C'est-à-dire quand j'ai commencé à avoir un peu mal à droite et à gauche. Ça allait vraiment casse-pipe. Hein. Je pense que mon corps aurait pas tenu. Tu vois, j'ai fait des fractures de fatigue au niveau des métatarses et des tarses. Enfin, ouais, j'ai eu des signes vraiment. J'avais mon cœur qui commençait à battre différemment. En fait, il y a des moments où on sentait l'arythmie et tout ça. Et au rythme de Paris. Ouais, voilà. C'est pas du tout le bon rythme. Et mon conjoint. Donc, j'ai commencé en 2017 par ralentir. Donc, j'ai arrêté certains cours. Je suis passée, je crois, de 25 à 14 cours. J'ai gardé ceux qui m'étaient, entre guillemets, les plus précieux et ceux qui étaient les plus rentables aussi, il faut être honnête. J'ai fait un tri entre les cours de cœur et les cours financiers. Et quand j'ai déménagé, en fait, j'avais un très gros projet qui devait financer. C'est-à-dire qui devait me permettre de faire la passerelle entre Paris et la Bretagne sans me soucier trop de l'aspect financier, le temps de m'implémenter en Bretagne. Et donc de respirer. C'est un projet qui était en place depuis 2017 avec une personne et tout ça. Et en fait, ce projet s'est arrêté brusquement en 2019, mars 2019. Et je venais de signer la maison en décembre 2018. Et ça s'est donc pas très bien passé sur le coup. Mais comme tout est déjà là. Comme tout est déjà là. Plus besoin. Alors, voilà. En fait, avec le recul, aujourd'hui, je me dis c'est très bien parce que j'ai appris plein de choses humainement et business, parce que c'est la seule fois où j'ai vraiment fait confiance dans un business. Bref. Donc, c'était super là-dessus avec le recul. Sur le coup, je ne l'ai pas bien vécu. Mais par contre, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai aucun regret. C'est-à-dire que je ne reviendrai pas en arrière. Je ne peux pas revivre dans une grande ville. Aujourd'hui, j'aime ma campagne. J'aime mes voisines les vaches et j'aime le calme. J'aime le fait de pouvoir aussi être quelque part qui est à l'extérieur. De pas être dans le tumulte. Nous, on habitait à Montreuil. Je passais toutes mes journées dans Paris. C'était trop de bruit, trop de pollution sonore, trop de pollution visuelle, trop. Ouais, il y avait pas de respiration et surtout, c'était toujours le plus. Enfin, moi, je sentais cette énergie. On a beau vouloir parfois résister en étant à Paris. Il y a quelque chose dans Paris qui fait que soit tu pulses, soit tu sors. Et donc, j'étais très contente de revenir en Bretagne, qui est la terre de mes ancêtres, et de pouvoir me reconnecter aussi à un milieu qui est très naturel, où on peut avoir à la fois la campagne, la forêt et la mer, et où on peut avoir cet accès à quelque chose qui est de l'ordre du cycle naturel des choses. Et avec le recul, même s'il y a eu cette pression financière,
humainement, ça a été un de mes meilleurs choix de vie. Je crois que ça a été le meilleur. Là, je remets un peu, mais en termes de choix de vie, ça a été le meilleur choix. Quitter Paris, venir ici. Ça a été vraiment, difficile, mais sans regret. Si on veut un peu plus de détails sur l'installation, il y a un épisode sur le Chala qui est parfait. Ouais, il y a un épisode pour plonger qui est passé, un peu plus en profondeur. Tout début janvier, là, ouais. C'est vraiment un premier d'une série d'épisodes que je voudrais faire, mais où j'explique pourquoi le Chala, où, comment, et avec des anecdotes. Parce que tu en as pour chaque épisode. C'est vrai. Comment concilies-tu autant de formes variées de travail ? Tu es hybride, tu es atypique dans toutes les manières de délivrer, de transmettre cet enseignement du yoga. Ouais. Comment tu arrives à concilier tout ça ? En fait, c'est très naturel pour moi. Je suis quelqu'un de très créatif et en fait, j'ai pu poser un mot aussi sur ce fonctionnement-là il n'y a pas longtemps qui est multipotentiel, que je connaissais pas avant. C'est-à-dire que moi, avant, on me disait toujours tu touches à tout, tu finis jamais rien. Et en fait, un jour, j'ai croisé une personne et j'ai lu un livre qui a changé ma vie là-dessus. De Muriel ? Non. Sur les chasseurs multiples. Non, c'est Frédéric Génicaud. Je ne veux pas choisir, il s'appelle. Ah bah oui. Et du coup, il est vraiment génial parce qu'elle te donne des outils et en même temps, elle t'explique le fonctionnement. Et en fait, pour moi, c'est très naturel. Par exemple, quand j'étais salariée, je m'ennuyais à fond. T'étais bridée. J'étais bridée parce qu'en fait, il y a un plafond au-dessus avec les gens qui sont ta hiérarchie, qui te disent on t'encourage à t'élever, mais quand même pas trop. Il y a les gens en dessous où tu veux pas forcément, entre guillemets, redescendre parce que j'avais une équipe, donc voilà. Et puis, j'avais un poste qui était très carré. Et en fait, autant il y avait des personnes avec qui je collaborais où je mettais quand même la main dans la créa, je mettais un peu la main dans la tech et tout, ensemble, on faisait ça. Autant il y a des personnes qui n'aiment pas du tout, ce que je peux comprendre, collaborer. Et du coup, je me retrouvais sur mes postes de directrice de projet à devoir gérer des feuilles Excel, répondre au téléphone, envoyer des mails et gérer de l'humain. Et c'est franchement tous les domaines où je suis pas très bonne. Et tu peux gérer de l'humain quand tu as choisi les humains. C'est ça. Je peux gérer de l'humain quand je l'ai choisi et je peux gérer de l'humain dans le sens où j'ai pas à donner d'ordre et à cadrer. C'est-à-dire que gérer l'humain des personnes qui viennent en formation et qui viennent au Chala, j'adore. Accueillir, tu vois. Accueillir, moi, c'est un truc que j'adore. Je me rends compte. Alors pendant des années, on m'a dit que j'étais pas faite pour ça. Et le Chala m'a donné cette opportunité de mettre ça en lumière. J'aime accueillir. Mais voilà. Et donc, là, aujourd'hui, je me rends compte que ce multipotentiel, pour moi, il est très naturel. C'est-à-dire... enregistrer un épisode de podcast le mardi matin, l'après-midi faire un peu de compta, mais pas trop parce que j'aime pas ça. Après, aller m'occuper du Chala en passant l'aspirateur et en faisant la déco. Le lendemain, travailler sur le manuel de la formation. L'après-midi, avoir un rendez-vous avec... c'est hyper naturel pour moi parce que j'ai besoin de ça. C'est-à-dire que si je suis pas stimulée, que je suis pas sur plusieurs choses, je m'ennuie et surtout, j'ai besoin d'acquérir des connaissances. J'ai besoin d'apprendre tout le temps. Et tout se nourrit, du coup, tu arrives à tout lier. C'est ça la particularité du vrai multipotentiel, parce que parfois j'ai des personnes qui disent « Ah, moi aussi j'ai 2-3 sujets que j'aime beaucoup et 2-3 hobbies, je suis multipotentiel. » Mais en fait, le multipotentiel, c'est que tu as plus de 10 hobbies, 25 000 projets. En fait, tu es un navigateur web avec des tables ouvertes, tu sais, plein, tellement ouvertes que tu peux plus lire ce qu'il y a d'écrit. Et en fait, tu as un fil rouge. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu un bond qui a fait que, moi, par exemple, quand je fais de l'aquarelle, en fait, à chaque fois, je pense aux cartes que j'envoie aux personnes qui font mes formations ou à mes amis. Et du coup, ça nourrit aussi les posts que je vais faire au niveau de Instagram. Et du coup, ça me donne des idées ensuite pour ma newsletter. Donc là, je vais passer à l'idée, par exemple, celle que j'ai envoyée récemment sur le pain sylvestre et le pain d'Alep, avec le rituel, justement, de début d'année. C'est parce que je peignais, en fait. Et je me rendais compte que pour moi, peindre en début d'année, c'était quelque chose qui est très, très fluide parce que je suis très connectée à l'élément de l'eau. Et en fait, en pensant à ça, je me dis, l'élément de l'eau, c'est comme quand on est dans l'épinède. Le parfum des pins, c'était génial. Et donc, il y a toute cette connaissance où, du coup, je suis passée un peu à l'herboristerie. Je me suis dit, tiens, c'est quoi déjà le pain et comment je faisais ça? Et après, je suis passée à l'huile essentielle, l'aromathérapie. Donc là, j'ai écrit ma newsletter. Donc là, j'ai mis la casquette de com. Et en fait, tout ça, pour moi, c'est hyper naturel. C'est hyper naturel parce que, ça se nourrit. Je m'ennuierais de faire qu'un seul truc. Je pourrais pas. Et en plus, je pense que mon mental n'est pas accablé pour ça. Franchement, j'ai essayé plein de fois et ça marche pas. T'es faite pour accueillir et lier. Ouais, beaucoup. Et je suis une vraie éponge, en fait. C'est que et quelque chose qui m'intéresse, je vais vraiment l'absorber, quoi. Et c'est ce qui a marché aussi avec le podcast. Et comme je connaissais pas, je me suis intéressée au montage vidéo, audio et tout. Je me suis dépatouillée avec ça toute seule, tu vois. J'ai trouvé les logiciels, j'ai fait les montages au début. Maintenant, Dieu merci, tu es là pour ça. Je n'ai plus à gérer ça. Mais j'ai appris énormément. J'ai trouvé ça génial.
Et aujourd'hui, j'accompagne des profs de yoga dans le montage de leurs vidéos, dans le montage audio de leurs vidéos. Et j'ai toutes ces connaissances-là. Mais je peux lier avec mon marketing pour leurs offres. Très utile tout ça. C'est génial. Franchement, c'est génial parce que... Et ça, tu t'en es rendu compte, tu l'as accepté quand Je l'ai accepté récemment, en fait. Je l'ai accepté... Je crois que j'ai vraiment accepté énormément de choses en devenant maman. Tu vois, parce que je me suis dit, si ma fille, elle doit se rendre compte de tout ça et traverser ce que moi j'ai traversé, c'est pas OK. Donc, je veux que dès le début, elle sache qu'il y a plein de fonctionnements différents. Et c'est là où j'ai vraiment... tu vois, c'est l'année où elle est née, c'est l'année où j'ai mis le tissage d'objets, de malas, les accompagnements sur mesure et le tarot sur mon site. Avant, j'avais que yoga. Tu vois, alors que les tarots sont arrivés avant le yoga. Mais j'assumais pas. Je me disais, ouais, mais on va pas être pris au sérieux et tout. Et en fait, c'est vraiment récent. C'est super récent que j'accepte ça. Quelques années, ouais. Ouais, c'est 4 ans, 4-5 ans. Par contre, c'est cadeau pour elle. J'espère bien et c'est comme ça qu'on l'éduque en tout cas. Comment envisages-tu l'évolution de ton lieu avec les gîtes, notamment? Alors, sans spoiler trop, parce qu'il y a des choses qui vont arriver et... Je suis du genre, tant que les choses sont pas figées dans le marbre, j'en parle pas trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, maintenant, les gîtes vont accueillir mes formations et mes retraites. Donc ça, c'est dès le printemps. La première, c'est là en février. Au 15 février, il y a la première formation d'Evolve Yoga avec hébergement. Parce que je l'ai déjà fait l'année dernière. On avait fait un partenariat avec un gîte qui était un petit peu plus loin. Puis on faisait la navette et tout, c'était génial. Ça change, c'est pas pareil. Mais là, ça va être chez nous, dans notre bergerie. Et donc, c'est trop chouette parce que là, déjà, les gîtes, on les a fait avec amour. Moi, je les ai pensés aussi en termes de déco, en termes de fonctionnalité pour que les gens s'y sentent vraiment bien comme au chalat. Et donc, on va pouvoir accueillir retraite et formation. On va accueillir des personnes. Donc là, ça, je peux en parler aussi, c'est que Nathalie et Adam du Yoga de la Voix, qui sont mes guides en Yoga de la Voix, vont faire leur formation à partir de cette année chez moi. J'ai la gorge qui se serre quand je dis ça, parce que j'ai une pression, tu sais, je vois le truc. Mais je suis hyper touchée. Et on va accueillir leur groupe. Il y a une véritable cohérence. Ouais, de dingue. Et puis surtout, c'est avoir la chance d'accueillir des personnes comme ça chez soi. Et tous les jours, je me dis, mais merci. Merci. La gratitude, c'est hyper important, je trouve. Et c'est comme ça que je vois vraiment, c'est-à-dire que les gîtes, ils vont vivre tout seuls aussi. Il y a des périodes de l'année où ils vont être en locatif, parce qu'on veut aussi accueillir des personnes extérieures et parce qu'on a une vision pour les gîtes aussi. La notion d'accueil et de seuil, pour moi, est très importante. Donc, on veut faire des choses avec des packages, on veut proposer des expériences aux personnes qui viennent. C'est vraiment une chance particulière si... Pour quelconque raison, on a besoin d'un gîte pour venir en Bretagne. Si en plus, il y a, on va dire, la cerise sur le gâteau, c'est de bénéficier d'une pratique ou d'une découverte autour du yoga comme tu le pratiques, c'est génial. Oui, il y y aura la possibilité, bien évidemment, de ce genre de cours de yoga. Moi, je fais les massages à l'huile chaude depuis des années. C'est aussi des choses sur lesquelles je communique peu maintenant, mais je l'ai fait pendant un moment. Donc là, je réouvre aussi les massages aux huiles chaudes pour les personnes qui voudront, les massages à Abhyanga. Après 5 heures de route, ça peut être Après pas 5 mal. heures de route, c'est très sympa. C'est très, très sympa. Je l'ai expérimenté pour vous, c'est vraiment chouette. Et voilà, il y a la cuisine aussi de mon conjoint qui est géniale et qui peut aussi amener une expérience parce qu'il est passionné. On a plein d'artisans autour de nous. Là, on est allé visiter pendant les fêtes la distillerie de la Roche-de-Rien. Le mec, il est incroyable. Il est incroyable. Donc, il y a une petite boutique. Il y aura une petite boutique et surtout, on fait des partenariats parce que même lui fait des ateliers pour créer ton jean et tout, tu vois, sur mesure. Donc, on va faire des petits partenariats avec des personnes comme ça pour amener des expériences pour des groupes d'amis ou pour des familles. Et l'idée, c'est que les personnes viennent et elles s'occupent de rien. Une fois qu'elles ont réservé, nous, on leur dit où aller, quand, à quelle heure. Et non, peut-être que je vais rassembler un groupe de podcasteurs. et peut-être. On va leur faire. On va s'occuper d'eux. Ouais, ça serait top. Ça aussi. Ouais. Et je trouve que justement, regrouper des gens d'un milieu, c'est tellement chouette de passer plusieurs journées ensemble. Tu vois, là, je vais le faire aussi pour des amis qu'on éparpille un peu partout en France et avoir la joie de pouvoir leur dire, venez et on passe un week-end ensemble, en fait, dans le chalat et dans les gîtes. Et... C'est ça le luxe suprême, je crois. C'est une chance incroyable. Un aspect de toute cette version de la transmission qui te plaît plus que d'autres? Est-ce qu'il y a un lien dans toute cette hybridation? Les cercles, le partage. Les moments de partage dans les cercles, en fait. Je me rends compte que en formation, en retraite, les moments qui sont les plus riches et les plus beaux, c'est quand soit on termine, soit on va ouvrir une pratique et qu'on dépose les choses dans un cercle en sachant que ça en sort pas, en sachant qu'on est dans un cadre sécurisé. Et là, il y a des choses qui se passent qui sont magiques, vraiment.
Vraiment magique. Libération. Ouais, des libérations, des verbalisations, des vécus, le regard de l'autre, en fait, être vu et reconnu. C'est les moments que je préfère. Vraiment. Eh ben, on a fini avec Florence. Merci Florence pour toutes ces questions. Elle avait besoin de beaucoup de réponses. Oui. On vient de terminer l'enregistrement de cet épisode anniversaire pour le podcast où tu es déjà là. Je ne vais pas te cacher que cet épisode est assez long, donc on a décidé d'en faire 3 épisodes. J'espère que cette première partie t'a plu, t'a nourri, que ces échanges ont été enrichissants pour toi. En tout cas, on se retrouve pour la deuxième partie la semaine prochaine. En attendant, tu peux t'inscrire à ma newsletter pour découvrir un petit peu plus mon univers, pour en savoir plus sur ce que je propose. Tu peux également me laisser un commentaire, un petit cœur, une petite étoile sur les réseaux sociaux, sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça fait toujours plaisir et puis au moins on sait que tu es là. On se retrouve la semaine prochaine pour cette seconde partie tout aussi enrichissante. Je te souhaite une très belle semaine.